Christophe sur France Maghreb 2. Et c'est encore l'heure du goûter pendant au moins une semaine. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon week-end sous le soleil, ça fait du bien. Véritablement un temps printanier auquel nous avons eu le droit et qui va durer encore 2 jours avant le retour de la pluie sur toute la France. Et pour débuter ce ramadan qui débutera Inch'Allah le 2 avril. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour le LGF, votre rendez-vous de référence. Votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voici le programme. On va parler de Joe Biden, pour qui ça va pas très bien non plus. Voilà, on parlera d'ailleurs aussi de son fils qui serait trempé aussi dans des affaires un peu louches dans des laboratoires en Ukraine. Mais en tout cas, lui, il dit que Poutine ne peut plus rester au pouvoir pour Joe Biden, celui qui se voudrait être le président du monde, mais qui n'est que le président des États-Unis. Nous parlerons, et la question vous est posée d'ailleurs sur Twitter, je vous invite à y répondre. On est à 13 jours maintenant de cette élection présidentielle du premier tour, le 10 avril prochain. Est-ce que vous avez fait votre choix ? Oui ou non? Vous répondez sur Twitter, le grand forum FM2. Vous êtes 90% à dire oui. Pour l'heure, on en reparlera. Et puis un grand zapping qui vous sera proposé avec plein d'extraits. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Les meetings en pagaille. Un Adrien Quatennens qui a été excellent et qui a mis Véran par terre. Eh bien, nous en reparlerons de tout cela évidemment. C'est parti pour le LGF avec vos appels, bien sûr, à n'importe quel moment dans cette émission. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Le numéro de la Libertad sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Et on commence, comme chaque lundi, par, et honneur aux dames, Sabrina Nouri. Bonjour ma Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien, et toi? Bon meeting hier, hein? Ah, excellent. 35 000 personnes Ouais. devant de Jean-Luc Mélenchon à la plage du Prado à Marseille. Tout à fait. Bon. C'était très très beau, très très bien, un super discours. J'ai envie de dire que les Marseillais ont été moins nombreux que les Parisiens. Bah écoute, Ah bah oui. on peut, enfin tout est relatif maintenant. Je défie quiconque de faire la même chose. Ah oui. Il reste encore 2 meetings pour Mélenchon, hein, je crois. Absolument. Un, Toulouse, dimanche prochain. et le un 5 dernier... avril, ça sera le fameux meeting avec nos hologrammes. Ah oui, d'accord. Ouais, et on Le sera 5 sur, avril, ça sera le plus dernier. de- C'est à Metz, je crois. Hein. Alors, il sera physiquement, je crois, à Lille. À Lille, d'accord. Ouais, et ok. puis je pense qu'il y a plus d'une dizaine de dates. Et en Ouais. Île-de-France, sachez-le, en tout cas, ça sera à Trappes. À Trappes. Ouais, Très ouais. bien. Dans la ville de Monsieur Ali Rabet, je crois. Exactement. Ouais. Monsieur Ali, notre directeur commercial, est avec nous. Comment ça va, mon Ali? Ben oui, avec un bon week-end ensoleillé. Il a fait beau, hein. Très très beau. Hein. Ouais, ça fait du bien. Le short, le sport et tout, c'était bien. Ah ouais, ouais. Gamal Abina était sorti dans les bois de Vincennes? Toujours. Ouais. J'ai les petites dames d'aller voir. Oui. Comment ça va, mon Gamal? Ça va très bien et vous tous? Bah, impeccable. Et toutes et tous? T'as pas été faire un petit tour du côté du Trocadéro? Non, ça m'intéresse pas. Les singeries ne m'intéressent pas. 100 000 personnes. Dans sa tête, oui. Dans les faits, non. Ah, il y avait du monde quand même. Oui, mais Trocadéro, ça ne peut pas contenir 50 000 Non, personnes. non, mais donc, toutes les rues aux alentours étaient Oui, complètement blablabla. pleines, hein. C'est du blabla de propagande d'extrême droite minable, donc on va pas revenir là-dessus. C'est un clown. Ah oui? Bah, quand on descend dans les sondages, on a 5000 personnes dans la rue, il y a un truc qui correspond pas trop. Hein, donc Ouais. Bon. ça matche pas, comme dirait l'autre. Très bien. Eh bien, écoutez, on va y aller. Alors, tranquille, hein, sur France Maghreb 2, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Sabrina Nouri face à Ali et Gamal Amina. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est Ah oui, prête, non. Sabrina, elle est concentrée. Oui, toi aussi? Oui. Oui, t'inquiète pas pour Sabrina, elle va très bien. Ouais. Attention, première question, les amis. Quel parti remporte les législatives en 1993 en France? PS RPR, UDF. UNP Bonne réponse de Ali. RPR Eh Je bah vais oui. souffler la réponse. Ah oui, c'était Édouard Balladur Ah. qui était Premier ministre, vous savez, jusqu'en C'est 1995. C'est vrai, je suis bête. Eh ben oui. La cohabitation. La fameuse. Quel candidat, ma deuxième question, quel candidat a eu le droit à 3 chaînes d'infos pour la retransmission de son discours? Zemmour. Zemmour. Bonne réponse, c'est Abina qui l'a eu. Non. Si. Mais non. Mais si, Si, si. arrête de Mais dire non. non. Si, si, Mais si. non. Il gagne pas toujours là, les filles. Hein. Oui, non plus. Hein, faut pas Laisse-moi non mon Zemmour, s'il te plaît. Ah bah, te laisse Je pas, cherche tiens. à présent un animateur de télé français, né en 1970. Alors, il a été sur TF1 à une époque. Il est, 70. il est aux côtés de 70. Cyril Hanouna maintenant. Castaldi. Castaldi, Benjamin Castaldi, j'allais dire qu'il est le fils d'un célèbre acteur. Ouais. Voilà. Oh, célèbre. Bah si, Jean-Pierre Castaldi. Oui, quand de même. l'acteur. Ouais.
Quoi? Un acteur, un second rôle éternel. Ah bah oui, non, mais quand même. Oui, hein. quand même, pas grand-chose, quoi. Ah ouais? Oui, il est là, son père. Bon, très bien. Deuxième point pour Ali. Eh oui. Bien, allez. Quatrième question. Un octogénaire a roulé combien de kilomètres 150 à combien? à contresens sur l'autoroute 20 A85 km. entre Tours et Vierzon? Tour et Vierzon. Ouais, tu dis 70 combien? km. 35. 35 pour Sabrina, j'ai 70 pour Gamal. Tu dis combien, Ali? Tour Vierzon. Attends, c'est. Entre Tours et Vierzon, hein, sur 86. Et c'est Ali qui a la bonne réponse. 104 km à contresens sur l'autoroute Il avait quel âge A85. C'est un Octogénaire. octogénaire. là Un peu, voilà. Eric Donc une Latroche. enquête a été ouverte par Mais- voilà, Le parquet de je sais le pas. parquet de Blois. Exactement. Ouais, lui, Voilà. Il est grave, le gosse. 104 km. 104 km, c'est un bon. Non mais arrête, accident. c'est un bon, on peut s'y dire. Non, mais je Il est plaisante. fou. Sans accident. Sans accident, Sans 104 accident, km, moi, j'ai À absolument. mon avis, il avait un taux d'alcoolémie à 0. Hein. Non, pas du tout. Ça veut rien dire. Il a pris du shit. Non, il était peut-être malade. Parce que... Tout ça. Troisième point pour Ali. Attention, je cherche à présent un footballeur international français né à Maubeuge en Platini. 1996. 96. Ça. Je sais pas. Il y avait une chanson d'ailleurs sur lui dans la Coupe du Monde 2018, pardon. Je connais rien du Maubeuge. tout. Ouais, il est né à Maubeuge. Ah, Maubeuge. Non. Euh, Mais non, Ah, il est né en Maubeuge. 96. Et la chanson Mbappé. c'était. Ah, Umtiti, non. Ta-na-na-na-na. Umtiti, Thierry Henry. Mais non. Je sais pas, j'y connais. En 1996. Je connais rien, Oh là moi. là. Tu parles dans un Ah, hasard. c'est pas Umtiti. Ali. C'est pas Umtiti. c'est Non. pas- Benjamin Pavard. Il a une frappe de bâtard. Bonne réponse, Ali. Alors là, Ah oui, vous j'ai savez jamais pas la entendu chanson ce nom. Franchement, même moi, je te donne le. Il joue en Allemagne. Mais je Ouais, connais ouais, pas oui, du tout. Au ouais. Bayern oui. de Munich. Ouais. Benjamin, Ah, comment là, tu je l'appelles, vois que comment je Benjamin reconnais- Pavard. Je Il y reconnais avait une que chanson là, en 2018. Je suis un peu avantagé. jamais entendu Benjamin Pavard. C'est bien tout. Il a une frappe de bâtard. Il avait marqué un but. Ni le mec, euh, ni la chanson, je ne connais. Oui, oui. Oui. Ah, il est bon, c'est un bon joueur. Il est bon. Ali, il est trop fort là aujourd'hui. Attention. Oh, c'est pas sûr. Quel ancien président de l'Assemblée nationale et aussi ancien Michel ministre Debré. Ferrand. a Debré. décidé de se retirer de la De vie Rugy. politique? De Rugy. Bonne réponse Ouais. de Sabrina Nouri. Bravo. Ah, la victoire écrasante. Ouais. Et enfin, dernière question, attention. Qu'est-ce qui a démarré à minuit et qui va durer... Changement Changement d'heure. Quoi? Changement d'heure. N'importe Solstice quoi. d'été. Non. Ah, Qu'est-ce qui a démarré Ah, à minuit les nouvelles règles de. et qui va durer 2 semaines? Les nouvelles règles du CSA, l'ARCOM. Oui, sur la le- campagne la campagne officielle, le officielle. strict Ah. respect de l'égalité du temps de parole qui a démarré effectivement aujourd'hui, on peut le dire. Victoire Le écrasante de champion incontestable, Monsieur Ali. Voilà, bravo. La classe. Je sais pas si ça présage du bon truc pour Mélenchon, ça. Mais bon. Alors, il faut qu'on revienne un instant, les enfants, avant Je le donne mes grand 5 zapping points. que j'ai à vous proposer, que vous invite à commenter. Il y a eu donc Éric Zemmour qui s'est exprimé devant ce qu'ils disent 100 000 personnes au Trocadéro hier. 3 chaînes d'information ont retransmis son discours. C'est assez hallucinant. BFM TV, LCI et CNews. Alors que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, était retransmis uniquement sur France Info et pas jusqu'à la fin. Que CNews ait choisi Yannick Jadot avant de le couper pour retransmettre Éric Zemmour. On voit que les médias ont choisi leur camp. Alors, Non, il y a eu- pas les médias. Les Bah médias si, privés les qui ont médias financé. privés, ouais. Ok, il faut quand Bah, même c'est eux, relativiser. les chaînes d'infos, quoi. Oui, mais 3 chaînes d'infos. France Télévisions, il y a les chaînes d'infos aussi, ils font pas ça. Bah ouais. Faut Après, pas grossir quand même le rôle des médias privés. C'est les médias, c'est les hommes d'affaires qui les payent. ouais. Ça reste quand même s'ils ont du succès, ça reste des Alors, médias il y a privés. une petite polémique dans ce discours, c'est qu'à un moment, le public a crié Macron assassin. Zemmour a dit qu'il n'avait pas entendu et qu'il condamnait. Alors, je vous laisse juger juste par vous-même et par votre propres oreilles comment il a fait pour ne pas entendre. Écoutez, c'était pourtant vraiment assez distinctif. Écoutez. On est clair. Comment il a fait pour pas entendre? Bah, c'est facile. Non mais je veux dire. 63 ans, il est un peu dur de la feuille. Laissez-lui ce bénéfice. D'ailleurs, Macron a une très très bonne réponse. Il a dit que les prothèses auditives étaient remboursées. Ah, voilà. Ouais. Ouais, bon, après. Quoi, Les Sabrina? blagues, ça va quoi. Les handicapés, c'est bon. Ils s'en prennent plein la tronche là. C'est Mais les c'est dernières une blague. semaines. mais C'est une Ça blague. va, ça va, ça va. Oh ça là là va. là, comment elle tue l'ambiance, l'autre. Ouais, ça va. Pour une fois qu'il en tient une bonne, Macron. Ah, non, non, non. Il a fait rire. Moi, par- ça me fait pas rire du tout. Moi, ça me fait marrer, pas Oh, plus. bah non. C'est une petite blagounette. Non, non. Bah écoute, Sabrina, tu amplifies un peu parce que quand tu écoutais l'analyse des gens des camps d'en face, il y en a qui se permettent de dire
certains journalistes ou des chroniqueurs disaient, je ne sais pas s'ils pouvaient bien entendre, parce que c'est vrai qu'il y avait de la foule, on n'entendait pas bien ce qu'ils disaient parce que des gens scandaient plein de slogans. Alors, mais là, C'était attends. des gens de très mauvaise Faut foi. pas se moquer de nous, quand même. Là, je suis d'accord, c'est un argument, mais Donc, de là à aller sur la thématique du mais handicap. c'était Mais c'est pas du handicap. Vraiment, là, franchement, là, t'abuses. Franchement, Sabrina. Non, Non, j'abuse Prothèse pas, auditive. non, j'abuse Donc, on est pas. handicapé dès qu'on a des on sait lunettes. que- Ça on sait s'appelle que- voilà, ça s'appelle on une sait prothèse. C'est pas un handicap, faut pas exagérer. C'est une Non, parce légère. que C'est c'est une Ali, déficience. je t'invite juste à écouter, quand Oui, même, bien sûr, comment oui. il a fait pour pas entendre. Écoutez, Il a très bien entendu. Bah, on se demande, ouais. c'est clair, non? Ouais, ouais. Il a très bien Et entendu. il le laisse, Et il le laisse. Il a absolument tout En plus, en termes entendu. de PNL, Donc- tu regardais son visage, Ouais. et en fait, on voyait de par sa réaction qu'il avait bien entendu, parce Bah, qu'il a fait une absolument. mimique. Ouais. Un vrai candidat, il aurait eu peut-être l'honnêteté de dire, voilà. Non, mais il faut comme- traduire. C'est pas le problème. Il faut traduire. Oui, bien On sûr. a, parce qu'il faut comprendre qu'il ne peut pas dire qu'il a entendu, sinon il valide. Et surtout, il faut comprendre que son public est un public, pour la majorité, soit de revanchards ou de décérébrés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très énervés, qui sont dans le complotisme, qui sont dans la colère, qui sont dans la haine de l'autre, qui sont dans la mauvaise colère. Il faut être très clair, il faut arrêter de se cacher dans son petit doigt. La plupart des gens qui le suivent sont des gens qui n'ont rien compris au monde politique et qui pensent qu'ils ont trouvé un sauveur. Donc une fois qu'on tombe sur un type qui semble être un sauveur, on peut dire n'importe quoi. Il ne peut pas les contester. Pour donner un exemple très concret, sur la question par exemple du Covid et du traitement du Covid en l'occurrence, la plupart des gens pensent que Zemmour est anti-vax, ce qu'il n'est pas. Mais il ne peut pas leur dire je suis anti-vax. Donc pour garder son public, il est obligé de les ménager. Donc il fait semblant de ne pas entendre, mais il a très bien entendu. Et on a aussi entendu des Arabes dehors. C'est normal, c'est minimum, Notamment pendant que Marion Maréchal s'est exprimé en disant vous en avez marre de l'islamisme, vous en avez marre de l'islam. Voilà. Et on a entendu des Arabes dehors. C'est assez impressionnant de voir cette foule quand même impressionnante. Bon, il n'y avait peut-être pas 100 000 comme le dit Gamal, mais il y avait en tout cas beaucoup de monde au Trocadéro. Voilà. Ça m'inquiète un petit peu, moi, non? Non. Ça vous inquiète pas, vous? Moi, ça m'inquiète parce que je pense que Moi c'est aussi. quelqu'un qui, malheureusement, au-delà de ses idées, fissure énormément la société. C'est quelqu'un, au travers des idées, qui est sincèrement dangereux. Moi, je suis plutôt pour la liberté. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à la limite, il peut raconter ce qu'il veut, mais dans ces cas-là, il faudrait toujours un droit de réponse quand il s'en prend à l'histoire, sur Oui, l'Algérie, bien sûr. quand il s'en prend à l'islam, en racontant des grands L'Algérie inepties. demain qui va peut-être se Voilà. qualifier à la Et mondiale. ce qui est dommage, c'est qu'à côté, il n'y a pas de droit de réponse. Parce que je Il pense va y avoir du sincèrement, monde aux s'il y avait Champs-Élysées. un droit de réponse, je pense qu'à mon avis, il tournerait un petit peu cette fois Oui, sa c'est langue clair. avant de parler. Parce que malheureusement, comme disait Gamal, c'est vrai que moi, je ne vais pas qualifier son public, mais c'est vrai que son public, lorsqu'il vient leur raconter des hérésies et des mensonges, malheureusement, les gens, ils sont là que en train d'acquiescer. Et c'est ça, malheureusement, qui est dommage. Donc la liberté, c'est bien, mais à côté, je pense quand même qu'il faut de réels droits de réponse. Sabrina, est-ce que toi qui as regardé hier, je suppose, le meeting de Jean-Luc Mélenchon, de voir que les chaînes d'infos, par exemple, aient choisi Éric Zemmour et de... Sans surprise. Sans surprise? Non, sans surprise, on s'y attendait, on le savait. Donc, voilà, nous, on a nos propres chaînes. On essaye de diffuser les informations au maximum sur les réseaux sociaux. On fait un travail, en tout cas, les équipes de campagne font un travail extraordinaire là-dessus. On est partout sur tous les supports, en tout cas, des réseaux sociaux, TikTok, Twitter, etc. Donc ça, sans surprise, après je rejoins bien évidemment Ali. Et puis moi j'ai envie juste de rajouter quelque chose, c'est que le droit de réponse, ça sera le 10 avril. On a une opportunité inouïe, on a une opportunité extraordinaire. Alors, Mélenchon a de dit quelque pouvoir, chose d'intéressant. attends, je finis, ouais. de pouvoir éliminer dès attends, le je finis, premier dis tour. Eh, Non mais je finis mon propos. si j'ai pas envie que tu finisses. Non bah je finis quand même. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bah ouais, c'est mon droit de réponse. Et donc je dis que le 10 avril, on a une chance inouïe de battre, en tout cas d'écarter l'extrême droite, quelle qu'elle soit, dès le premier tour. Moi, je pense que les gens devraient se saisir de cette occasion pour enfin avoir un débat de second tour qui sera un débat démocratique, social, économique. On va poser des sujets sur la table, les sujets qui vraiment préoccupent les gens, Avec qui le au second pouvoir tour d'achat, le pouvoir d'achat, etc. Bah, un Macron-Mélenchon, par Ah exemple. d'accord. Donc Macron, il sera au deuxième tour pour toi. Bien sûr, évidemment. Ça, je ne sais pas. Ah ouais, Je bien sûr, ne peux évidemment. pas te dire. En Ça, tout cas, j'aime tout beaucoup ce que les je bien sais, sûr, évidemment. tout ce que je sais, évident. c'est que Mélenchon, il sera. Après, avec qui? Ouais. Et moi, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est concernant M. Zemmour, que je qualifierais aujourd'hui officiellement de lâche. Il a reçu une invitation par tous les créneaux possibles pour un débat direct. Il a peur. Il ne veut pas un débatteur qui va le bousculer, parce qu'évidemment, il est très faible intellectuellement, et je le maintiens. Il est très faible. Maintenant, pour parler du passage Marion Maréchal Le Pen,
qui s'est mise en face d'une femme aussi médiocre qu'elle, Pécresse, dans un débat chez Hanouna. J'ai vu qu'un extrait, je n'ai pas regardé l'émission. J'ai vu l'échange entre ces deux personnes que je trouve absolument abyssal de bêtises. Aujourd'hui, on découvre que l'extrême droite prétend qu'il n'y a pas d'extrême droite en France et qu'ils n'en sont pas. Et on a une Madame Pécresse qui s'est vraiment emmêlé les pinceaux, incapable de produire de la pensée critique vis-à-vis de quelqu'un d'extrême droite, qui était incapable de définir ce qu'était l'extrême droite. Donc on va dire ici ce qu'est l'extrême droite, à bon entendeur pour ceux qui veulent entendre. L'extrême droite, c'est quoi? C'est caractérisé par le racisme d'abord, c'est la première des choses, c'est un ferment commun, le peuple contre l'extérieur, la xénophobie, l'idée selon laquelle hier c'était mieux, donc ça s'appelle clairement de la réaction, ce sont des réactionnaires. L'idée selon laquelle le pays serait meilleur s'il était géré par eux et pas par les autres. Et surtout l'extrême droite est caractérisée par une exclusion catégorique de la société de ce qui n'est pas de la race du pays en l'occurrence. Alors évidemment aujourd'hui ils sont malins, ils ne peuvent pas dire la race. Donc ils surfent sur autre chose. L'extrême droite c'est aussi des débats contre eux qui systématiquement se finissent par de la violence physique. Alors je traduis, j'ai fait un débat contre Le Pen il y a 11 ans, j'ai été menacé pendant des mois. Des menaces de mort et physiques. Bon, ils ne viennent pas me voir parce que je suis un homme. Si c'est une femme, ils vont la frapper. L'extrême droite, c'est donc impossibilité de débattre avec eux sans avoir des menaces qui suivent derrière de leur public. L'extrême droite, c'est aussi l'idée qu'il y a un complotisme et ce qu'on appelle le déclinisme. C'est un phénomène qu'on observe aujourd'hui, de dire qu'on est en déclin et seul cet homme providentiel ou cette femme peut nous sauver. Et donc, quand on n'est pas capable de caractériser l'extrême droite qui, quand même, chez le Front National, car rappelons ce que c'est, le Front National, c'est fondé par les anciens de la guerre d'Algérie, donc des racistes, des anciens SS, donc des racistes, et surtout des ultranationalistes, car c'est ça l'extrême droite, et bien si on n'est pas capable de le dire, on est nul. Et en l'occurrence, Pécresse a été Le Grand Forum, merci d'être avec nous, émission de référence. On est en ce lundi 28 mars, à 13 jours maintenant. Elle sera aussi dans notre élection parce qu'elle a beau avoir le Covid, mais je voulais le placer faire des interviews à distance, vidéoconférence. Ce qui ne rend pas moins ridicule. Dans un instant, un gros zapping. avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit sans les quartiers populaires, je suis mort. Yannick Jadot. Il est mort. Non, mais restez avec nous. Il a dit, vous pouvez nous appeler. Non mais calme-toi Gamal. Je vais servir un bon café à Sabrina. Ce sera mon dernier que je vais lui offrir avant le ramadan. Un message à toutes les personnes qui habitent les quartiers populaires. Il faut qu'ils se saisissent de cette élection. Parce que comme tu le dis tout à l'heure par rapport à ce Zemmour-là qui arrive à agréger au Trocadéro, et d'ailleurs Alice, ça l'inquiète, eh bien si ça nous inquiète, si ça vous inquiète, eh bien aux urnes, citoyens. Le 10 avril, les quartiers populaires, tous ensemble, nous savons pour qui voter, et il faut voter pour faire barrage à l'extrême droite dès le premier tour. Moi j'ai envie de dire une chose par rapport aux quartiers populaires. Soyons très clairs sur un point. Les quartiers populaires sont la variable d'ajustement. C'est-à-dire que la balance se fait en fonction de ce petit vote, c'est pas un gros vote, c'est ce qui fait la différence. Malheureusement, le jour où ces fameux quartiers populaires, donc en gros les issus de l'immigration, voteront massivement, ça va être un tremblement de terre idéologique. Parce que là, ce sera vraiment là-dessus que les candidats compteront. Aujourd'hui, ils ne comptent que sur ce petit pourcentage en plus qui fait la bascule. Donc, j'attends pas de miracle. Ils vont voter en faveur de Mélenchon, ceux qui votent, mais ceux qui votent ne sont pas nombreux. Est-ce que je peux vous confier un secret? Allez, vas-y. Une petite info exclusive LGF. Vous savez que le président de la République tient un meeting, le premier meeting véritablement, ce samedi 2 avril. Oui. Et il y a panique à bord. Parce qu'ils n'arrivent pas à remplir la salle. Je peux vous dire qu'on est tombé sur un communiqué qui a été envoyé aux conseillers départementaux. Ils sont en train de recruter sérieusement et de mettre la pression pour remplir la salle. Il n'y a que 500 personnes pour l'instant. C'est un bon chiffre. Non mais voilà. 501. Donc ça sent un petit peu la panade. Juste pour revenir sur le vote de Mélenchon concernant le quartier populaire, je pense qu'aujourd'hui il ne faut plus qu'on parle trop, je pense, en quartier populaire ou essayer d'avoir de la massification. Je pense qu'il y a un programme. Mélenchon, il a une caractéristique, c'est qu'il a un programme, et c'est vrai, il a un programme économique, il a un programme social. Et quand il parle, c'est vrai, je ne suis pas là pour défendre son programme, mais quelque part, il est cohérent. Il a un programme, quand on entre sur l'éducation, sur la formation, sur, par exemple, l'histoire de la cantine. Là, il a donné l'histoire de la cantine que personne ne paye. Sur l'université, ça va être relativement cohérent. Voilà, l'enseignement supérieur. Il y a des choses, effectivement, il parle au peuple, il parle aux gens. Il a dit un truc intéressant hier en meeting, Ali. Oui. Il a dit qu'effectivement Macron souhaitait s'attaquer aux 42 régimes de retraite, alors qu'ils n'ont pas hésité à faire 63 bacs différents. Ah, c'est fini pour nous, ça. Hein. Oui, Parcoursup, nous, c'est terminé. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je pense, pour répondre à Gamel, il n'y a plus cette notion de quartier populaire. Le type, il a un programme. C'est comme Macron, quand il lance son programme, on sait qu'il a dit, voilà, je vais enlever l'ISF. Voilà, il s'est dirigé vers une catégorie de personnes. Ah Macron, c'est vrai qu'il s'adresse
à une grande partie des gens, surtout dans le contexte actuel économique et social, où effectivement, classe moyenne de plus en plus forte, qui a plutôt tendance vers le bas, et malheureusement, qu'on le veuille ou non, un appauvrissement de la population française. Allez, c'est parti pour le zapping, les enfants. Il y a beaucoup de choses à commenter. Il s'est passé plein de choses ce week-end, et on va commencer par un petit peu d'humour, quoique, il ne faut pas énerver Jean Lassalle, qui est encore dans la course. Écoutez, c'était lors d'une interview. Et au bout d'une heure, madame m'indiquait que la direction de la sortie, c'est l'image la plus forte pour l'instant. C'est pas moi qui vous l'ai indiqué, c'était les règles de l'ARCOM, je suis désolée. Résistant à quoi? Résistant au système qui s'est emparé de vous, madame, et qui a fait une personne totalement enchaînée, moi qui vous ai connu si libre. Résistons, ce nom de parti, à quoi correspond-il? Si vous ne vous mêliez pas de ce qui ne vous regarde pas, et si vous me laissiez répondre à madame Saint-Cric, vous le sauriez. Alors allez-y. Bon, merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je ne vous remercie pas. Et bonne fin de campagne. Je vous remercierai peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Énervé, Jean Lassalle, qu'est-ce qui se passe, Jeannot? Bah voilà. Il remplit pas la salle. Ah oui, non, mais bon, il est là, il continue, hein, il fait son petit bout de chemin. Comme dirait Jean Lassalle, c'est une élection présidentielle, donc voilà, c'est vrai que c'est clair. Après, c'est que cette notion d'avoir 12 petits candidats ou 12 candidats, bah, malheureusement, effectivement, est-ce qu'il a vraiment envie d'être président, Jean Lassalle? Au bout d'un moment, voilà. Bon, je l'aime bien aussi, ce garçon, mais est-ce que, bon... Ce garçon, c'est un peu connaissant. Oui, ce garçon. Oui, ce monsieur. C'est un grand monsieur. Je le rajeunis volontairement. Grand par la taille. L'élection présidentielle est comme quelque chose de sérieux. Maintenant qu'ils mettent avant une idée, certes, mais de là à se présenter à l'élection présidentielle, sincèrement, je pense que, bon, moi, je ne suis pas forcément favorable à ce qu'il y ait autant de candidats aux élections présidentielles. Non seulement c'est pas normal qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats, mais en plus, le système pour avoir les candidats n'est pas normal. Ah oui, ça, c'est... Donc, non. Quelle que soit la personne qui se présente, elle représente une chose. Jean Lassalle, il représente ce qu'on appelle la France des campagnes. Profonde. La France profonde. D'ailleurs, je l'ai rencontré une fois, il ressemble un peu à De Gaulle dans le style physiquement. Mais non, on ne peut pas dire on écarte une personne. Il y a une course avec chacun qui a ses chances, et je vais plus loin. C'est le second tour qui déterminera qui est avec qui, là on saura où on en est. Pour moi, Lassalle, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a au moins le fond parler que beaucoup aimeraient entendre plus souvent, et il est inadmissible de mettre des candidats en avant et de mettre des candidats en réduction. Je ne comprends pas pourquoi Zemmour, qui est extrêmement faible sur le plan des idées, est autant mis en avant quand Lassalle est mis de côté. Ça, c'est... Mais Bon, alors, sinon, hier soir, sur l'émission Canal+, il y avait l'émission Au Tableau, où quelques candidats étaient invités à répondre aux questions des enfants. Et on dit souvent, d'ailleurs, que la vérité sort de la bouche des enfants. Voici question posée à Roussel. Vous voulez mettre 32 heures, le 35, il voulait augmenter le SMIC à 1 900 €. Oui. Mais... c'est un peu, vous vendez un peu du rêve, ça fait un peu élection des délégués, c'est pas très logique. En fait, c'est travailler moins pour gagner plus. Bah oui. Et vous pensez pas qu'on a besoin de rêver un petit peu? Il veut faire rêver les gens, lui, Fabien Roussel, qui était à Toulouse. Sabrina? Écoute, moi je suis pour la baisse du travail. La baisse du temps de travail, pardon. J'étais en train de réfléchir à autre chose. Moi, je suis pour la baisse du temps de travail. Moi, je suis pour les 32 heures. Hein. Et le SMIC, nous, on veut la porter à 1 400 €. C'est peut-être un peu plus réaliste que M. Roussel. Oui. En tout cas... 1 900 € brut, lui. Ouais, nous, c'est 1 400 € net, avec 32 heures au niveau du temps de travail. Ça revient à la même chose. Hein. Oui, si tu veux. Ouais, ok, si tu veux. Maintenant, ça, c'est une idéologie. Je ne sais pas si les enfants sont à même à avoir une pensée construite jusqu'au bout. Je ne pense pas. Je pense que là, bon, ça a été une petite boutade du petit délégué de classe. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que la baisse du temps de travail pour partager mieux le travail, pour que les gens soient moins malades. Et puis, le SMIC à 1 400 €. Je rappelle que plus de la moitié des personnes qui touchent le SMIC sont des femmes. Je ne pense pas que l'élève était conscient, en tout cas, de ce qu'il était en train de dire. Bon, après, ça a fait rire Fabien Roussel, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Hein. On la défend et c'est dans notre programme. Alors, Jean-Luc Mélenchon, invité sur M6, lorsque l'interview se termine et que la journaliste évoque Nicolas Dupont-Aignan et que le micro n'est pas fermé, voici ce que ça donne. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu sur ce plateau pour vous exprimer sur votre programme. Merci à vous. Merci. On continue avec la politique. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, était en visite dans une école privée de Marseille. Il y a décliné son programme en matière d'éducation. Il prône le retour aux fondamentaux. Écoutez. Je connais rien, ça m'étonne pas. Je regrette qu'on parle peu de l'éducation.
Voilà, il y connaît rien, ça m'étonne pas. Jean-Luc Mélenchon, micro ouvert. Voilà. Pas mal. On oublie souvent que les micros sont fermés. Hein. C'est bien de temps en temps, comme ça fait un peu d'humour en plus. Alors, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est souvent ce qui est dit lorsque le micro est éteint, souvent. Hein. Oui, je suis d'accord avec ça. On a eu un cas de figure très connu. Entre deux présidents, à l'époque c'était Sarkozy et puis Obama, qui parlaient du Premier ministre israélien et qui disait je ne peux pas le supporter, il le trouvait insupportable. Ça a été dit en direct. Alors là, je vous demande tous et toutes votre attention, parce que c'est assez incroyable ce qui s'est passé hier à Verdun. Le président de la République, Emmanuel Macron, était à Verdun, effectivement, pour rendre hommage aux combattants. Sauf qu'il y avait des micros partout. Et il a été interpellé sur l'immigration. Emmanuel Macron. Alors écoutez bien, parce que le son est vraiment pas très très bien. Mais on a fait ce qu'on peut. J'ai essayé de gonfler un max. Vraiment, rapprochez-vous de votre transistor, vous de votre casque, et écoutez cet échange incroyable. On pourrait presque lancer le hashtag Macron Le Pen. Écoutez. Grâce, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Et vous-même? Heureux d'être parmi vous. Quand mettrez-vous les sans-papiers chez nous? Ah, ceux qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas droit à l'asile. Oui. Croyez-moi qu'on va continuer le Vous travail. Je pourrais le dire aux autres? Vous pouvez le dire aux autres. Et ceux qu'on doit protéger. C'est votre parole? Ah, mais c'est la mienne. Mais ceux qui arrivent. Je la retiens. Ceux qui arrivent. On soit beaucoup plus efficace dans la manière d'abord d'héberger les gens quand ils sont dans la nécessité. Quand ils sont honnêtes, d'accord. Ceux qui fuient leur pays, parce que c'est leur liberté, il faut les protéger. Peut-être. Et ce n'est pas le cheval de Troie qu'on met en place? Mais ceux qui viennent alors qu'ils peuvent vivre librement dans leur pays, il faut les raccompagner. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà la règle. J'aime bien votre réponse. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi. Au début, j'ai pas bien compris. En fait, il dit ceux qui n'ont pas le droit aux droits d'asile, ceux qui viennent ici en France n'ont pas lieu de venir, quoi, en fait. Voilà. C'est Macron qui dit ça? Oui. Ok. Voilà. Donc là, vous savez qu'ils ont fait des choses extrêmement graves ces derniers temps. Je sais pas si vous êtes au courant. Les Ukrainiens, c'est devenu la race supérieure, la race des seigneurs quasiment. Ils sont accueillis avec des trains gratuitement. Il y a une ville qui a demandé à ce qu'on réquisitionne, écoutez bien, tous les logements sociaux vacants pour recevoir les familles ukrainiennes. Les trains sont gratuits, les transports sont gratuits, les écoles sont ouvertes, les papiers, il n'y en a pas besoin, vous pouvez rentrer dès que vous avez une carte d'identité ukrainienne. Ça, c'est le racisme à un niveau très élevé. Et de l'autre côté, on peut entendre que certains qui fuient la guerre aussi, alors la sémantique d'un côté, il y a des réfugiés il parle de de guerre. ces gens-là comme quoi il faut les accueillir dignement. Il parle surtout de ces gens qui ont la liberté dans leur pays, qui viennent, n'ont pas lieu à résider ici. Oui, mais on a un discours qui est quand même assez vicieux. Moi, j'ai fait la sémantique par rapport à ces questions-là. Quand c'est des réfugiés de guerre qui viennent du Sud ou des pays bronzés, on appelle ça des migrants. Comme s'ils étaient là pour migrer, en passage comme ça, ils s'amusent, ils s'éclatent. Alors qu'ils sortent de pays en guerre, qui ont été très souvent détruits, comme l'Irak par exemple, en totalité. Quand on parle maintenant des Européens, pas tous, évidemment, ceux qui sont musulmans, on ne laisse pas partir. On se rappelle de la Bosnie, les Bosniens qui étaient accueillis partout, nulle part plutôt. Eh bien, quand ces gens-là arrivent, ils deviennent non pas des migrants, mais des réfugiés de guerre. Donc, en vérité, le terme de réfugié de guerre s'applique à tous. Et d'où qu'on vienne, dès qu'il y a une guerre, il y a nécessité de recevoir la personne, surtout quand souvent les guerres sont commanditées par l'étranger. Oui. Ali, cet échange te surprend ou pas ? On va dire oui et non. Pour revenir sur ce que disait Gamel concernant effectivement, pour l'immigration, il faut une politique d'immigration qui doit être définie, qui doit être claire. Voilà, ça c'est clair. Chaque pays a sa propre politique d'immigration. Concernant effectivement aujourd'hui ces problèmes d'Ukrainiens, Gamel est gentil puisqu'il disait que dans certaines villes, non, je peux confirmer, c'est au niveau national, réquisition de l'ensemble des commissions d'attribution de logements sociaux pour mettre en place les Ukrainiens. Les Ukrainiens, les pauvres, n'y sont pour rien. Ah, bien sûr, évidemment. La population ukrainienne n'y est pour rien. Aujourd'hui, il y a une véritable course, effectivement, à ce que chaque pays européen est en train, effectivement, de s'acheter, entre guillemets, une belle image, de dire, voilà, tiens, Maintenant, sur la notion de nationalité, ça, je pense qu'il y a plutôt deux poids, deux mesures. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez un pays comme l'Allemagne est un pays qui a accueilli plus d'1 million de Syriens. Ces gens sont des musulmans qui venaient de Syrie. C'est le seul pays digne d'Europe. Voilà, qui a accueilli ces gens. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont formés, ils sont éduqués, ils sont logés. Et ça va être certainement, effectivement, de futurs citoyens allemands. Donc, je ne pense pas que ce soit la notion, effectivement, qu'on va dire, effectivement, la notion de migrants. Il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau-là. Il faut dire qu'effectivement, il y a effectivement deux poids, deux mesures. Voilà, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai eu vent qu'il y a des migrants syriens qui sont là depuis 3-4 ans. Leurs dossiers ont du mal à avancer au niveau des autorités administratives, que ce soit à la CAF, ce genre de choses. Et effectivement, une facilité avec les Ukrainiens. Donc ça, c'est effectivement très, très grave. Donc ça montre quoi ?
de l'incompétence et surtout, malheureusement, j'ai l'impression que nous, la France, on veut toujours, on est en avant, on a l'impression qu'on veut mettre avant la Tour Eiffel et qu'on est aussi capable d'accueillir des Ukrainiens. On est le pays le plus généreux, le plus chaleureux. On est incapable d'accueillir 25 000 personnes en France. Ça en a fait des cités à Port d'Aubervilliers et Port de la Chapelle. L'Allemagne a pris quasiment 60 fois plus que la France. Vous allez en Allemagne, j'ai l'occasion d'y aller souvent. Vous ne voyez personne dans la rue. Donc, quid? N'allons pas sur le terrain migrant nationalité parce que c'est justement là-dessus où veulent nous emmener les politiques. Voilà. Sabrina. Écoute, je vais faire très court parce que Merci. Ali a déjà fait le boulot, mais sous Macron, en tout cas sur les 5 dernières années, il a fait voter une loi. Cette loi qui consiste à avoir en détention des personnes en situation irrégulière. Et donc, en détention, il y a des femmes et des enfants, donc plus de 90 jours. Alors ça a été une loi qui a été votée par le gouvernement Macron. C'est une loi abjecte. Et donc, forcément, les propos je suis pas surprise, en tout cas, de ces propos, puisqu'il va continuer cette politique, en tout cas, d'immigration et donc de stigmatisation sur une certaine catégorie, donc les musulmans et puis les autres, ceux d'Afrique noire, etc. Donc franchement, voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Dans un instant, on est de retour avec Mehdi au téléphone au 01 40 33 9000. Et puis on a demandé à Pécresse si elle a regretté son histoire du Karcher. Elle a répondu ce matin sur BFM TV RMC. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Sabrina Nouri, avec Ali et avec Mehdi au téléphone aussi au 01 40 33 9000, puisque vous pouvez intervenir évidemment à n'importe quel moment dans cette émission, n'est-ce pas Mehdi? Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va mon Mehdi? Ça va. T'as profité du soleil ce week-end Mehdi? Non, j'ai travaillé ce week-end. Ah, tu travailles. Ouais, tu es la France qui se lève tôt. Exactement. Ouais. Et qui dort tard. Et qui dort tard, voilà. En fait, qui dort jamais. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Mehdi? Qu'est-ce qui te faisait réagir? Le problème en France de l'immigration là qui revient à chaque fois et dont ils se servent à chaque fois pour chaque élection. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ils règlent pas le problème définitivement, se dire voilà, on veut plus de gens nord-africains ou subsahariens tout simplement, et qu'ils ferment les frontières et qu'ils arrêtent les visas et qu'ils arrêtent de donner des cartes de séjour aux gens, tout simplement. Ouais, toi tu veux une règle en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ils crachent à la figure tous les jours de chacun de nous aujourd'hui, tous les jours, ils nous crachent à la figure. Moi, je touche pas d'aide sociale, tout ça là. J'ai toujours travaillé. Mehdi, juste une question. Mehdi, une question. Le fait qu'ils nous crachent à la figure tous les jours comme ça, tous, chaque concitoyen français, Mehdi, d'origine maghrébine ou J'ai une question, Mehdi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te sens victime et on te crache dessus? Parce qu'il est on crache c'est une question. Parce qu'on crache sur mes parents et sur mes arrière-grands-parents. Il a parfaitement raison. Donc toi, tu estimes qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'immigration, automatiquement, toi, ça te fait réagir? Ah oui, ça me fait réagir, parce que je suis un enfant de troisième génération, et ça me fait réagir. Pourquoi ça me fait pas réagir? Ah non, c'est une question que je te pose. Hein. Oui, voilà, moi j'ai envie de dire... Non, mais il faut juste se dire que le mec qui est à la porte de la Chapelle ou qui est à la porte de la Villette, ça aurait pu être vous ou moi. Absolument. Non, mais moi, j'ai envie de dire un truc. La question que tu poses est étonnante, Ali, parce que on va pas se cacher derrière son petit doigt. Quand on s'appelle Mohamed et qu'on envoie un CV, c'est pas la même réaction quand on s'appelle Bernard. Effectivement, mais il y a des mecs qui ont réussi, qui s'appellent Ali, qui sortent d'HEC et qui ont réussi à un bon niveau. Ça s'appelle les exceptions qui confirment. Ça s'appelle l'exception qui confirme la règle. Il faut pas se confronter toujours dans la victimisation. Non, c'est pas victime. Le mot n'existe pas. C'est pas du français. Ne parlez jamais de ce mot victimisation. Le mot victime, c'est pas conjugable. Maintenant, on va être très clair. Bouge pas, Mehdi. Laisse Gamal parler. Juste Mehdi. Les postures victimaires dont on parle, c'est une façon de dire qu'un type qui a un cancer, il devrait se prendre une aspirine. Il faut arrêter de plaisanter. Il y a bien un racisme structurel dans ce pays de la part de l'élite qui dirige. Je ne parle pas de la France et du peuple qui subit la même chose, je parle de l'élite dirigeante. Quand vous allez voir un DRH, ils voient... Juste un instant. Quand vous allez voir un DRH, vous avez un mauvais CV pour eux parce que vous n'avez pas la bonne couleur. Maintenant, effectivement, l'obsession immigrationniste, ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans qui nous pourrissent le cerveau alors que la France est en train de couler économiquement. Pourquoi on parle d'immigrés? Parce que précisément, il n'y a pas de solution économique. Et donc, moi, je comprends parfaitement que quelqu'un qui s'appelle Mohamed... L'immigré ne peut pas se défendre. Merci de le dire. On est faible.
Quelqu'un qui s'appelle Mohamed, par exemple, il n'y a pas de syndicat pour défendre Mohamed, ça n'existe pas. Il n'y a pas de représentant à l'Assemblée nationale pour À un défendre. moment donné, il faut s'engager, Gamal, hein, comme je fais moi, comme beaucoup d'entre nous le font. Je vais pas être méchante. Je vais pas être méchante, Sabrina. Mais Non. Je peux l'être ou pas? Est-ce que je peux l'être? Non, tu ne vas pas être méchant aujourd'hui. Si, je vais l'être. Non, on est à 15 jours d'un premier tour de l'élection la plus importante. Eh bien, je vais quand même être méchant, ça ne dérange pas. Eh ben non. Eh bien, moi, j'ai envie de voir Sabrina en tête de liste. Oui, à la France Insoumise. Oui. Aujourd'hui, à la France Insoumise, il n'y a pas de Sabrina en tête de liste. Écoute, j'ai été tête de liste pour les élections municipales. Je le serai sûrement pour les élections. Députation. Je le serai sûrement pour les élections législatives. On attend On espère. On attend cette coordination. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, on est en France, on n'est pas que un peu, on est nombreux. On est nombreuses et nombreux. À un moment donné, comme tu dis, l'élite se sert de nous pour s'asseoir sur leur confort, parce qu'il y a quand même 5 personnes qui ont autant que 27 millions dans ce pays, d'accord? Donc, à un moment, il faut s'engager. Et il faut s'engager avec, bien sûr, les bonnes raisons et les bonnes valeurs, etc. Mais il faut s'engager et diversifier le monde politique. La politique régit nos vies jusqu'à présent. Mais donc, on ne peut pas passer à côté. Il vous faut une loi soi-disant de séparatisme. Ils ont fermé je ne sais pas combien d'associations. Mehdi, on a voté, la France Insoumise a voté contre cette loi. C'est le seul groupe parlementaire. C'est le seul groupe parlementaire qui s'est levé vent debout contre cette loi. Dites-moi ce qu'on peut faire. Mais on peut faire. Mehdi, je peux juste vous poser une question parce que c'est intéressant. Regarde, pourquoi est-ce que dans la plupart des gens réagissent plutôt qu'ils agissent? Pourquoi est-ce que tu attends effectivement en disant ouais, ils nous aiment pas, c'est difficile, il y a du racisme. Moi, je vais te dire un truc très très simple. C'est au contraire peut-être une opportunité. Il faut peut-être développer des valeurs. Nos parents, quand ils sont arrivés d'Algérie, ils étaient analphabètes, illettrés. Ils savaient rien faire. Ils ont fait des familles, ils ont construit des familles, ils ont construit des maisons dans leur pays d'origine. Ça a été effectivement des gens dans un contexte très difficile. Ils étaient défendus par personne. Ils n'avaient aucune structure, aucune association. Ils n'avaient pas de téléphone. Ils savaient ni lire ni écrire et ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils je peux terminer. Il y avait du racisme, peut-être pire. Il y avait du racisme. Mais si mon père, il s'appelait mon père, c'était un peu si tu veux, sans être méchant, le petit bougnoul de service. Tu vois ce que je veux dire? Ouvrier, petit service. Par contre, ce qui est important, c'était des gens qui étaient déterminés. Des gens qui étaient responsables, des gens qui n'ont jamais baissé les bras. Aujourd'hui, je n'ai pas dit que le contexte était facile, mais aujourd'hui, le contexte peut-être exige de ta part que tu enseignes à tes enfants qu'effectivement, il ne faut jamais lâcher. Il faut continuer, il faut se battre, mais dans le sens positif du terme. Si tu as quelqu'un qui est raciste, tu vas pas lui changer son état d'esprit. Il est comme il est. Laisse-le. C'est lui qui sera malheureux. Par contre, enseigne à tes enfants de te battre, mais pas de te battre dans le sens négatif, de le construire intellectuellement, de l'armer. Peut-être c'est difficile, je ne le dis pas, mais arme-le, responsabilise-le, et tu verras que tu pourras réussir. Toi et tes enfants, parce que tes enfants et toi, vous serez destinés à rester dans ce pays-là. Essayons d'avoir plutôt un discours positif et constructif et qui fait appel aux valeurs de nos parents et de nos grands-parents. Alors bougez pas, messieurs, dames, on revient dans un instant. Mon cher Mehdi, bouge pas, parce que c'est intéressant, j'aimerais avoir ta réaction sur ce qui vient d'être dit par Sabrina et par Mehdi. À tout de suite. Le LGF avec Ali, avec Sabrina Nouri, avec Gamal Abina et avec Mehdi. Ch'to, on est à l'antenne là. Mehdi Show. Alors Mehdi Show. C'est pas mal ça, Mehdi Show. Ah ouais, tu fais ton Mehdi Show. Alors Mehdi, réaction sur ce qui vient d'être dit, parce que voilà, il y a plusieurs réactions qui ont été proposées par rapport à ce que tu as dit, Mehdi. Moi je veux pas rentrer dans ce poison, me dire que la France est un pays raciste. C'est pas bon ça pour nous, ni pour nos enfants, ni pour les futures générations. C'est pas bon. La France, voilà, ça faut pas rentrer dans ça, parce que ça c'est un poison et qui est très dangereux. Oui. Pour notre pays. Je suis assez d'accord. Ça, on est d'accord, Mehdi. Voilà. Moi, je pars du principe me dire, aujourd'hui, aujourd'hui, ces politiques sont malades d'idées, sont malades de réactions, sont malades de faire des bonnes choses. Ils sont incapables aujourd'hui de trouver des solutions. On leur demande pas de nous donner de l'argent, on leur demande pas de nous donner du confort, on leur demande de trouver des solutions pour réunir ces gens-là qui sont autour d'une table et qui nous gouvernent et trouver des solutions pour le pays. Pourquoi diviser les gens comme ça? Pourquoi cracher à la figure des anciens qui sont morts? Mehdi, mon Dieu, mais Mehdi, c'est l'oligarchie. Mais Mehdi, c'est l'oligarchie qui règne sur ce pays, Mehdi. Ils sont contents que tu restes chez toi et que tu ne votes pas. Ils sont heureux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que
plus les gens restent chez eux et ne votent pas, mieux c'est pour eux parce que eux, ils se partagent l'énorme gâteau. Il faut retourner aux urnes, c'est le premier acte pour avancer petit à petit, mettre les pierres. Mehdi, tu iras etc. voter ou pas, Mehdi? Non, vraiment. Mehdi, est-ce que tu vas aller voter? Bien sûr, je vais aller voter. Est-ce que tu as fait ton choix, mon Mehdi? Donc le problème ne se pose pas. Non, mais est-ce que tu as fait ton choix? Parce que la question en substance aujourd'hui que je vous pose, on est à 13 jours de l'élection présidentielle. Est-ce que tu as trouvé, parmi les 12 candidats qui nous sont proposés, celui qui se rapproche le plus de tes idées? Il n'y aura pas de candidat avec lesquels tu seras d'accord à 100%, ça n'existe pas. Alors, je vais revenir sur dernièrement, tu as posé une question à tout le monde. Oui. Vous allez voter pour qui? Tout le monde a dit Mélenchon. Oui. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais voter Mélenchon. Mais moi, je vais pas aller voter pour lui parce qu'il défend les musulmans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en France, on est où? Bien sûr. C'est quoi cette république bananière, là? Donc pourquoi tu vas aller voter Mélenchon parce qu'il porte le drapeau anti-musulman. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui ma démocratie dans laisse vis aujourd'hui. Chers frères et sœurs qui nous écoutez aujourd'hui, c'est ça qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Laisse-le parler. Oui, mais dis pourquoi tu vas voter Mélenchon alors du coup? Mais je vais voter Mélenchon par défaut. Je vais pas voter Mélenchon parce que il défend les musulmans. Je m'en fous qu'il défend les musulmans, moi. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est contradictoire ce que tu dis. Non, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a raison. Non, attention. C'est pas contradictoire. Attention. S'il vote par défaut, c'est pour contre quoi? Moi, je suis français avant d'être musulman. D'accord, mais tu votes pour quoi? Vous votez pour. Moi, je sais comprendre. À l'époque, tous les arabo-musulmans, en gros, les issus de l'immigration, arabo-musulmans français, ça change rien. Ils sont arabo-musulmans d'origine. Tous les issus de l'immigration ont voté massivement en faveur, non pas en faveur, mais contre Sarkozy. Donc en faveur de fait. 2012. Voilà. Ouais. Et c'est parce que le sarkozysme était étouffant. Là, vous dites que vous allez voter pour Mélenchon, mais c'est pas pour des questions d'antiracisme, en gros. Moi, j'ai envie de dire, faut être cohérent, effectivement. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a deux choses. Il y a le racisme d'État. Merci. Et il y a celui qui veut nous défendre pendant 5 ans. Moi, on revient à ce qu'on disait au début. Ce que je vous disais, c'est le racisme d'État qui gangrène ce pays. Donc Mélenchon n'est pas raciste. Ouais. Merci mon Mehdi en tout cas pour ton appel et pour cet échange. À très bientôt. Il y a Karim aussi qui est avec nous. J'espère qu'il est toujours là. Karim. Bonjour à tous. Salut mon Karim. Tu nous appelles de Paris. Bonjour mon Karim. Ouais, bonjour. Salam alaikum à tous. Alors on t'écoute mon Karim. Qu'est-ce qui apporte ta petite pierre à l'édifice? Ah, bah, super. Bah écoute, moi personnellement là je suis sur la route, je vous entendais discuter de tout ça, j'avais un petit moment de libre. Donc je voulais réagir à ce qui avait été dit, notamment sur le racisme structurel en France, de la part des élites et de la part des employeurs. Moi je pense que nier ça serait complètement nier la réalité. Hein. On parle aujourd'hui les efforts que nous, entre guillemets, entre personnes maghrébines qu'on a à faire pour pouvoir s'intégrer, que ce soit professionnellement, socialement. Je pense que nous, on fait déjà tous les efforts qu'il faut, mais je pense qu'il y a un rejet, en fait, qui est systémique. À part, notamment, d'une grosse part du monde de la population française en général, mais aussi des employeurs et du monde professionnel. Et je pense que malheureusement, la solution, elle sera dans les lois et dans le contrôle, en fait, tant que l'État fera rien à ce niveau-là. Je pense qu'on sera toujours dans ce problème-là. Karim, voilà. Est-ce que tu vas aller voter, toi, le 10 avril ou pas? Oui, on va aller voter, bien sûr. Est-ce que tu as fait ton choix, mon Karim? Ah, bien sûr, j'ai fait mon choix. Il y en a qu'un, de toute façon, Ah bah je sais pas, il y en a 12. Il y en a 12. Il y en a qu'un, ça va être Mélenchon, Il n'y a que lui, Alors, pourquoi tu vas voter Mélenchon, Karim? Ça m'intéresse. Alors, écoute, pour moi, c'est un des seuls qui a un programme économique sérieux. Chiffré. Faut se rappeler que la plupart des candidats, il y a un mois et demi à peine, ils avaient même pas de programme. Ouais. C'est le seul qui en a je pense que c'est lui qui a effectivement établi son programme depuis le plus longtemps. Depuis 5 ans. Le plus longtemps possible. Ouais. Depuis combien? Depuis 5 ans. Oui. Depuis 5 ans, voilà. Après, je pense qu'il a été retouché. Après, en termes de justice sociale, je pense que c'est le seul, effectivement, qui essaye du moins de répondre à ces questions-là. Parce que voilà, moi, personnellement, ma sensibilité, elle est plutôt de gauche aussi. Donc voilà, vis-à-vis de ça. C'est tout à fait logique, en fait. Voilà. Le plus cohérent et le plus compétent, justement. Après, effectivement, il y a une question de personnalité aussi. Par rapport à... J'ai une question à te poser, Karim. Personne d'origine étrangère. Karim, j'ai une question à te poser, ça sera ma dernière en ce qui te concerne. Si on se retrouve
un second tour, comme ce qui semble être annoncé, mais ce qui sera peut-être pas la réalité. Un deuxième tour, Macron-Le Pen, tu iras voter quoi? Bah, j'irai voter Le Pen. Non, c'est pas vrai. Non, mais t'as le droit, il n'y a pas de problème. Franchement, j'irai pas voter. Ouais. Ok, mais mon ça Karim. sera pas ça, Karim, t'inquiète, ça sera Merci pas ça. Ça beaucoup, sera Karim. Macron-Mélenchon. Oui. Tu pourras voter Mélenchon tranquillement. Merci, mon cher Karim. À bientôt. Fatah est avec nous. C'est vrai que ça intéresse ce genre de sujet. C'est important. Fatah. Et j'aime beaucoup écouter Bonjour, les Fatah. auditeurs, le peuple. Hein. Bonsoir, mon Fatah. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon Fatah. Alors, qu'est-ce qui te fait réagir, mon Fatah? Tout ça là, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Oui. Si on part du principe que on n'est pas représenté sur le plan électoral, je parle par rapport à la visibilité. Hein. Je parle pas de programme. Hein. Ouais. Ce que disait Gamal sur oui, mais il y a personne. Aujourd'hui, il n'y a pas un Mohamed, un Morad, une Fakia, ce que vous voulez, qui porte le parti, le drapeau d'un parti. Si on n'a pas cette représentation, si on constate, on continue à constater qu'il y a un racisme structurel, on le sait dans le milieu professionnel, etc., on le sait. Donc partant sur ce constat-là, on fait quoi? On continue à voter pour des gens qui veulent un peu d'électeurs, des pourcentages. On fait quoi? On continue enfin, c'est une vraie question. Ah, c'est une question que tu nous poses ou tu as la réponse? Non, je vous pose la question. Moi, j'ai un début de réponse, mais moi seul, Alors, Sabrina, réponds à Fatah. Moi, je réponds simplement à Fatah. Je pense que vraiment, les générations, que ce soit ma génération, celle d'avant et celle d'après, je pense qu'on doit se saisir sur le plan politique. On doit se saisir des occasions, on doit s'engager, se présenter, proposer des idées nouvelles, proposer des valeurs, que ce soit sociales, écologiques, économiques, ce que personnellement je fais, puisque moi j'ai des combats qui sont personnalisés. Hein. Je ne vais pas suivre simplement juste un mouvement ou un programme ou etc. J'ai des combats personnels que je mets sur la table le plus souvent possible et je m'engage. Maintenant, Fatah, j'ai envie de te dire aussi. Voilà, il y a des personnalités comme moi, et je peux en citer d'autres. Nous nous engageons, nous nous présentons sur les futures élections. On aimerait aussi du soutien et on aimerait aussi moins d'abstention, car on le sait, aujourd'hui l'abstention, ce sont souvent sur des communautés comme la nôtre, et donc on aimerait aussi qu'ils se déplacent pour des valeurs, des convictions que l'on porte. Et moi personnellement, si demain j'arrive à l'Assemblée nationale, il est clair que je ne ferai jamais voter, ou je combattrai en tout cas des lois comme celle du séparatisme, par exemple. Alors l'abstention, elle est peut-être aussi sur le fait qu'il n'y a pas assez de représentation. Mais à un moment donné, il faut démarrer, Fatah. À un moment donné, il faut enclencher la machine. Attends. Il faut s'engager. Là, on n'a pas assez de personnalités, si tu veux, engagées. D'accord, je te laisse finir. Excuse-moi, je te laisse finir. Il y a un échange. Alors, juste dire, ok, à un moment donné, il faut avoir un minimum de représentation. Moi, ce qui me gêne dans cette représentation, c'est, j'ai 46 ans, je suis pas un lapin de 6 semaines. Je me suis lancé sur le plan local. J'ai eu un passé où j'ai été très actif sur le plan associatif. On a essayé de me récupérer, je dis bien récupérer au niveau politique dans mon secteur, que j'ai refusé par la suite parce que je trouvais ça, voilà, je suis pas un porte-drapeau, quoi. C'est ça qui me gêne. C'est qu'à chaque parti, soit de droite, de gauche, de centre, ce que vous voulez, à chaque fois, on se sert de nous, les issus de l'immigration, 3e ou 4e ou 2e génération, peu importe, on s'en fiche, pour gagner de l'électorat. Oui. Et à quel moment, on va monter un parti qui pourra être totalement autonome, si je puis dire, par rapport au gros mouvement. C'est juste pour, même s'il va pas même si ça va pas une représentation nationale, mais c'est juste pour
peut-être aller dans ton sens et aller dans le sens où pour amorcer ça existe le déjà, démarrage Fata. de quelque chose. Ce mouvement, ces partis-là ont existé. Je ne sais pas si tu te souviens, aux élections européennes, il y avait le parti Les Musulmans de France. Voilà. Bon. Écoute, je suis désolée de te le dire, ça ne fonctionne pas. Il faut des élus. C'est-à-dire, il faut avoir l'écharpe. Voilà. À un moment donné, pour rentrer dans un parti existant, faut passer par là. C'est un travail de longue haleine, je le conçois, mais on vient de loin, et donc maintenant notre engagement, il va se faire dans les années à venir, de plus en plus et de plus intensément. Moi, je suis ravie de voir qu'il y a des gens issus de notre communauté qui s'engagent et qui aspirent à être élus. Moi, demain, j'aspire à être élue. Alors, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la fois prochaine. En tout cas, je n'abandonnerai pas. Et à un moment donné, on nous entendra parce que nous serons de plus en plus nombreux à être engagés et avoir ce mandat-là qui nous permet de pouvoir s'exprimer dans les différentes institutions. Parce que là, aujourd'hui, je suis à la radio, mais je ne suis que à la radio. Ouais. Mais demain, dans une institution... C'est déjà bien, tu sais. C'est pas mal, c'est pas mal. Député, c'est vrai que ça rapporte plus, je suis d'accord. C'est pas une question d'argent, c'est une question de visibilité. Ouais. Non, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de visibilité et de qu'est-ce qu'on propose dans les institutions. Qu'est-ce qu'on propose dans les institutions. Et c'est ça le véritable enjeu. Fata, est-ce que tu vas aller voter le 10 avril ? Bien évidemment. Est-ce que tu as fait ton choix, mon Fata ? Est-ce que tu as fait ton choix ? Oui, j'ai fait mon choix. J'aimerais bien faire remarquer. Quel est-il ? Franchement, je vais voter Mélenchon. Je l'avais déjà fait aux dernières élections présidentielles. J'ai pas d'autres choix. C'est-à-dire que moi, mon choix, il est assez restreint. Ouais. Je regarde pas. Je regarde l'aspect. Comment dirais-je ? En fait, pour moi, j'ai l'impression que Mélenchon, il a moins de lobbyistes derrière lui. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr que nous, on n'est pas financé par l'oligarchie, je te confirme. Alors, moi, c'est ça qui me gêne. C'est qui dit lobby, dit intérêt, et c'est souvent intérêt des moins nombreux. Ouais. Gamal, tu voulais dire un truc. Et normalement, le président, il est là pour tout le monde. Quoi. Bon, je suis pas loin. On a quelques années de près. T'es pas loin. On a le même âge que Fata. Bon, on va arrêter. Ouais, un peu plus, quoi. Allez, attends, arrête. 6 ans près, 7 ans près. Mais pour être très clair, j'en ai ras le bol. Je suis désolé, je n'ai pas de plomber l'ambiance. J'en ai marre d'entendre ces manipulations du matin au soir. Je suis quelqu'un de positif. J'ai monté ma boîte, je me suis battu, je me suis engagé sur le plan associatif. On a essayé de m'utiliser comme tout le monde le fait tout le temps en France. Vous avez un bougnoul qui monte un petit peu, on essaie de l'utiliser parce qu'il a un peu une grande gueule. Mais il y a une vérité. Franchement, c'est pas une honte ce pays. C'est pas une honte. Je parle de l'instance qui dirige. Je parle pas du peuple. Parce que pour pouvoir se présenter à une élection, il faut que leurs copains qui sont élus puissent vous valider, vous donner les signatures. C'est ça la réalité. On est en 2022. Ça fait 102 ans que les Algériens sont arrivés en France à Marseille. 102 ans qu'on est présent. Aux États-Unis, il y avait encore, il y a 60 ans, l'apartheid, qu'ils appelaient ségrégation raciale. Le noir ne valait rien. Ils ne pouvaient même pas s'asseoir dans un bus. Ils ont fini par voter 40 ans plus tard pour un noir à la tête de l'État. En France, on n'est même pas capable d'avoir un candidat issu d'Afrique. Je parle même pas d'immigration, qui soit d'origine africaine. Pourquoi ? Parce que c'est verrouillé. Le système démocratique français, qui est une arnaque, empêche les petits candidats de présenter un parti et empêche les petits candidats de pouvoir... Il faut une machine de guerre pour rentrer. Si vous n'avez pas un grand parti, vous n'avez pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'apparaissez pas. Il est inadmissible que le seul candidat qui soit issu d'immigration nord-africaine soit devenu un raciste qu'on connaît très bien, M. Zemmour, qui se prend pour un Français. D'ailleurs, il plaît aux gens parce que c'est presque une singerie de l'entendre parler des Algériens. Eh bien, c'est inadmissible de voir qu'on n'est même pas capable d'avoir un candidat indépendant qui puissent se présenter à l'élection majeure. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui sont issus d'une migration, les rares qui ont réussi à percer, les rares, d'accord, sont souvent des instruments qui ont été choisis par l'État et qui ont été nommés en tant que ministres. Donc je dis qu'effectivement, il y a un problème. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit droit. Je finis. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit droit. C'est bien beau de dire, oui, c'est bon, on va se battre. Y a pas... ça, la réalité, ça fait 40 ans que j'entends la même chose. Il faut se battre, c'est vrai. Mais il faut arrêter de rêver. Il y a un système qui est verrouillé et les rares partis, là où je donnerais, si Mélenchon nomme beaucoup de gens dans son groupe issus d'immigration, à ce moment-là, je lui donnerai raison. Pour l'instant, tous les partis politiques se sont foutus nus. Je peux répondre. Merci mon Fata, en tout cas. Mélenchon, il est né à Tanger quand même. Juste pour répondre. C'est pas l'argument, ça abuse pas. Ali. Espagnol d'origine algérienne, ça va. Ali. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des Mohamed, des Farid et des Fatima, c'est d'avoir des gens qui défendent mes idées, qui défendent l'union nationale. Je ne suis pas spécialement partisan. Je préfère une personne compétente,
qu'un Mohamed ou qu'un Farid qui Ah ne sont bon pas compétents. Ah oui, ça c'est mon avis. Mais c'est pas une question de compétence, c'est une mais question de représentation. C'est son avis. Ouais, mais c'est mon avis. Il faut quand même qu'il y ait une représentation. Il y a Ouais, un minimum quand mais même la à avoir. représentation. Il y a des compétences chez Mohamed aussi. Fais pas une caricature. Oui, mais j'ai pas dit ça. Mais Mohamed n'a pas le droit d'y aller. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la compétence. Le mot d'ordre. Si tu fais ça. Ah oui, c'est plus important. C'est bien, on sera jamais présent alors. Ah si, les Mohamed compétents sont mis de côté, c'est normal, puisqu'ils n'ont pas le droit. On pourra, ne t'inquiète pas. Quand Ben, ne t'inquiète pas. Ça fait 30 ans qu'on me baratine. Oui, mais non, personne ne te baratine. Bah non, on le voit le résultat. Pas un candidat issu de l'immigration. Aux États-Unis, un noir à la tête de l'État. Pourquoi c'est pas les mêmes? C'est pas les mêmes cultures. On n'est pas dans la même culture. Les États-Unis sont plus racistes que la France. Je rappelle que c'est des lois racistes. Je pense pas que ce soit lié forcément qu'à une question. Mais ils conduisent pas les mêmes voitures que nous. Je pense pas forcément que ce soit lié effectivement à une question de racisme. Ah bon? C'est lié à quoi alors? Non, je termine. Laisse-le terminer quand même. Juste là-dessus. Alors il m'intéresse. Je termine juste là-dessus. Avant, quand les gens qui appellent n'arrêtent pas de parler de nous. Je crois qu'il faut arrêter ce nous. Il faut arrêter ce nous. Les candidats, quand il va voter pour un programme. Il y en a qui vont voter un programme social, économique, écologiste. Celui qui est écolo, il va peut-être voter Yannick Jadot, parce qu'il aime Yannick Jadot. Il a le droit de voter pour Yannick Jadot. L'important, c'est qu'il joue son rôle de citoyen, de responsable. Celui qui est pour une économie libérale, il va dire, moi, je vais voter pour Pécresse. Celui qui est peut-être pour une économie où on partage les richesses, il va peut-être Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est important, c'est pas d'être un troupeau. C'est d'avoir effectivement responsabilité et de dire, voilà, moi, je choisis ce candidat pour cette thématique-là. Maintenant, preuve en est, ça fait 5 ans qu'on a Macron. C'est pas un problème d'immigration aujourd'hui, la France. Ah bon? On a eu les gilets jaunes, c'était un problème économique. Ouais. On a eu le Covid, problème économique, problème social. Les hôpitaux, ils sont dans tel état. Problème effectivement sanitaire. Problème des facs, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ça n'a absolument avec l'immigration. C'est marrant parce que l'immigration, je termine. Oui, L'immigration, c'est simplement un sujet qu'on met en avant, simplement pour abuser la galerie, pour masquer toute l'incompétence effectivement, que le président, pendant 5 ans, effectivement, où il a échoué. Et la preuve, regardez, preuve en est. On a eu Sarkozy, il a dit, élisez-moi, c'est le Karcher. Il n'a rien fait du tout. Vous avez eu monsieur François Hollande, il a dit, vous m'élisez, moi, la finance, je vais m'en occuper. Il n'a rien fait du tout. Vous avez Emmanuel Macron, il a dit, bon, avec moi, ça va être la Startup Nation. Pour le moment, on voit qu'effectivement, on a 34 millions de gens qui ont reçu 100 €, un petit chèque énergie. Donc, faut arrêter effectivement de dévier la problématique. La problématique, elle n'est qu'économique. Si quelqu'un, je peux vous garantir, si un candidat réussit son programme économique, il va en parler matin, midi et soir. Mais comme il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'appelle Emmanuel Macron. Je suis content d'envoyer un Zemmour qui va passer son temps à parler de sujets mais complètement bidons périphériques, l'immigration, le halal, l'Algérie, mais des sujets complètement qui ne servent absolument à rien. Je vais te répondre à ça quand même, parce que là, moi, ça me fait rigoler d'entendre. Faut pas dire ça fait rigoler, tu peux ne pas être d'accord. Non, ça me fait rire, j'ai le droit de rire. Ouais, mais non, si je peux pas rigoler, on s'en sort plus, c'est la littérature, fais attention. C'est méprisant un peu. Non, ça me fait rire d'entendre, je rigole parce que je vois bien que Ali, il veut être positif, mais ça devient expressif. 3 mandats différents. 3 mandats différents, 3 choix contre l'immigration. Donc Sarkozy, c'est le Karcher, pas seulement. Sarkozy, c'est aussi l'identité nationale. Donc on parle des immigrés. C'est-à-dire que c'est le fondement de leur État. Ensuite, c'est vrai qu'ils veulent masquer les problèmes économiques. Ils veulent masquer les problèmes économiques, mais ils tapent sur l'immigré, le bouc émissaire. Ensuite, on a Hollande, il nous a fait quoi? La déchéance de nationalité. L'immigration, encore une fois. Ensuite, on a le dernier Macron qui nous fait les lois sur le séparatisme, et j'en passe. Donc, et toutes les discussions dans les médias, c'est quoi? C'est l'islam. L'immigration. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, oui, d'accord, mais là où je ne te comprends pas, et là je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, pourquoi est-ce que les gens veulent voter pour Mélenchon? C'est parce que Mélenchon, qui s'inscrit sur un programme économique, c'est vrai, a dit arrêtez de taper sur des gens faibles. Parce que nous sommes faibles. Je finis, s'il te plaît. Donc nous sommes faibles. Et parce que nous sommes faibles, personne ne nous représente. Alors c'est vrai que Mélenchon, c'est pour certains le pis-aller. Ils ont pas mieux. Moi, j'adhère pas à Mélenchon. Mais comparativement aux autres, forcément, par contraste, il est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On n'a pas de représentants parce que les gens qui veulent nous défendre, les rares qui nous défendent, sont pas légion. On a Mélenchon d'un côté, on a De Villepin de l'autre. C'est quand même extraordinaire. Alors, en ça, je dis que tu ne peux pas dire je voterai pour le plus compétent. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir. Non, je finis. Je voterai pour le plus. Tu l'as dit tout à l'heure. Pour le plus compétent, donc. Je voterai pour le plus compétent, alors qu'il faut aussi que ce compétent ait quand même des affinités avec nous. Alors, je parle en termes local, par exemple. Nous, je parle des issues d'immigration. Toi, t'as un problème, je sais pas ce que t'as. T'as vrai. C'est pas parce que t'es. Le nous aujourd'hui, il veut plus rien dire. Oh là. Non. Quand eux, ils font. Quand t'as 5 et 6 millions de musulmans dans ce pays, le nous ne tient pas, mon gamin. Faut pas me parler de musulmans parce que c'est pas le bon terme. Faut parler de gens issus de l'immigration africaine. Il y en a beaucoup qui votent Macron, tu sais. Je sais. Bien sûr. C'est pas le problème. Je vais avec là, je dis que le système
le système de racialisation des relations, le système, ce qu'on appelle le racisme systémique, dont les élites, je parle bien des élites, on ne parle pas de la population qui subit la même chose, je le répète tout le temps. Les élites qui dirigent tout, qui dirigent les commissions d'attribution des HLM, qui dirigent la finance du pays, qui dirigent les localités les plus importantes, qui dirigent la région comme Pécresse, ont tous le même discours anti-immigration. Alors je vais juste répondre. J'aimerais qu'on écoute Khalid aussi. Ouais, dernier point, juste pour te dire, pourquoi aujourd'hui les gens votent pour Mélenchon ? Pour la simple bonne raison, même des gens comme Jacques Attali, qui n'est pas spécialement mélenchoniste, des gens de droite, lorsque Mélenchon parle, même les fameux éditorialistes de ces fameuses chaînes privées, tout le monde, je dis bien tout le monde, est en admiration devant Mélenchon. Même Jacques Attali a dit, oui, c'est vrai, les idées, bon, c'est pas trop mal. Pourquoi ? Parce que les autres, ils sont allés sur quel terrain ? Monsieur Zemmour, il est arrivé, il est allé que sur l'immigration. Alors que c'est vrai que Mélenchon, c'est vrai qu'il parle de social, il a parlé d'université, il a parlé de l'économie, il a parlé des impôts, il a fait un peu. Même Pécresse, regarde Pécresse au début, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée aussi sur le terrain de, oui, les immigrés, toujours, les clandestins. Mais regarde, Zemmour. Donc en fait, Mélenchon a été le seul véritable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec un vrai programme politique. Les enfants, c'est très intéressant et il y a beaucoup d'appels. Donc on va prendre un dernier appel là-dessus avant qu'on enchaîne, parce que puisque vous parlez de Pécresse, il faut qu'on l'entende quand même. Est-ce qu'elle veut ressortir ou pas le Karcher ? Bonjour Khalid de Dijon. Je crois que le président est à Dijon aujourd'hui d'ailleurs. Comment ? Je crois que le président de la République est à Dijon aujourd'hui, non ? Si je dis pas de bêtises. Effectivement, ouais, c'est ça. Bonsoir Khalid, bienvenue à toi, on t'écoute. Ça va comme à tout le monde. Moi, je voulais juste interpeller la collaboratrice là la collaboratrice. Elle s'appelle Sabrina. Sabrina, charmante demoiselle. Hein. Je suis au volant, j'écoute. Après, moi, je vais pas donner mon avis. Chacun a son avis sur la vision, voilà. Je sais pas comment je dois le prendre, je sais pas. Oui. Alors vas-y, interpelle Sabrina. Moi, je voulais dire, Sabrina. Oui. Par rapport en fait au sondage là qu'on voit apparaître là récemment là dans le cadre du premier tour des élections présidentielles. Oui. Moi je voulais dire ce qui me semble un peu bizarre, et je voudrais avoir toi ton ressenti et ton avis en tant que membre du groupe La France Insoumise. Qu'est-ce que vous dites en fait par rapport à tout ce qui est fait concernant l'état de la politique de Macron qui a été catastrophique là sur son mandat, par rapport en fait que dans les sondages ils sont aussi haut placés. Je veux pas aborder de complotisme ou quoi que ce soit, mais ça semble quand même bizarre. Alors, je vais traduire la question de Khalid. Comment on explique qu'un Macron qui a été très décrié pendant 5 ans et aujourd'hui, voilà, on voit le résultat de sa politique, comment il est aussi haut dans les sondages ? Je vais t'expliquer. Alors, explique-nous ça, Sabrina. Excuse-moi, je me permets juste avant que Sabrina réponde. C'est effectivement très décrié, mais c'est surtout un des bilans les plus catastrophiques. Oui. Qui a été souligné par les observateurs politiques. Tout à fait. En termes de classe sociale, en termes de révolte. Tu as raison, Khalid. Oui, tout à fait. Mais je vais t'expliquer. Alors, Sabrina, réponse. Je vais t'expliquer. C'est très simple, en fait. Ah oui ? Les sondages, il faut s'en méfier comme de la peste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les instituts de sondage, quel qu'elle soit l'institut de sondage, ils prennent une catégorie de personnes, un nombre entre 1000 et 2000 généralement. Un échantillon représentatif. C'est effectivement un échantillon représentatif. Et ce sont donc ils sont sondés, et si et seulement s'ils sont sûrs d'aller voter. Ça veut dire que sur les sondages, le taux de participation est entre 50 et 60%. Aujourd'hui, on le sait, une élection présidentielle, c'est bien au-delà du taux de participation. Ça veut dire que tu as tout un pan du peuple français qui n'est pas sondé. Il y a les abstentionnistes, il y a les personnes qui sont par exemple dans les quartiers populaires qui ne sont pas sondées, etc. Donc du coup, tu as une tendance qu'effectivement, sur ces personnes sondées qui sont sûres d'aller voter, eux, ils te disent, oui, nous, on vote Macron. Voilà. Mais ce reste qu'un sondage. Mais c'est bidon, il faut faire plus simple. Et puis, si tu regardes sur toutes les dernières élections, Marine Le Pen a été gonflée de 5 points, de 4-5 points. Bon, Macron aussi, hein. Absolument. Ouais. Mais par contre, Mélenchon, jamais. Ouais. On n'a jamais été gonflé. Au contraire, on est toujours en dessous. Les sondages répondent aux clients de ceux qui commandent des sondages. Moi, je pense que le 10 avril... Je ne sais plus comment tu t'appelles, je crois que c'est Fata. Non, c'est Khalid. Ah, Khalid, pardon. Vite, il y a la pub. Ouais, et donc je pense que le 10 avril, ça va se rééquilibrer et tu verras que Macron ne sera pas à ce pourcentage-là. Merci Khalid, j'ai plus le temps malheureusement et il faut qu'on enchaîne. Oh là là, on n'a même pas fini le zapping, il est 17h20, vous êtes des oufs. Allez, à tout de suite, merci d'être avec nous. Le LGF, il est 17h25, merci d'être avec nous en direct avec Sabrina Nouri. Elle est là, hein.
Et ensuite, ils ont fait... Stop, on est à l'antenne là, hein. Stop. Vous croyez où là? Vous le dites si vous voulez faire débat. Mais Sabrina, elle est en train de nous donner nos futurs postes. Gamel sera à l'intérieur, moi je serai à l'économie. Je prends. D'accord. Voilà, okay. voilà. Alors, vous vous souvenez de Valérie Pécresse qui voulait sortir les Karcher de la cave, hein. Pathétique. Est-ce qu'elle regrette sa déclaration? C'est ce qui lui a été posé ce matin sur RMC par Apolline de Malherbe, qui était en visioconférence, puisque vous le savez, Madame Pécresse a le Covid. Écoutez. Absolument pas. D'ailleurs, les événements qui se sont passés cette nuit à Sevran montrent qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de quartiers qui sont des zones de non-droit et où on a aujourd'hui des violences qui sont terribles à vivre pour les habitants. Donc je souhaite aujourd'hui le retour à l'ordre et l'impunité zéro. Et je me donnerai les moyens pour cela. Je vais modifier la Constitution et instaurer des peines de prison fermes minimales, sans sursis, pour les délits les plus graves. Et notamment quand on s'en prendra à des personnes qui ont autorité publique. Je pense aux forces de l'ordre, je pense aux professeurs, mais Valérie Pécresse, est-ce que le problème n'est pas l'application de tout ça? Pardon, Madame de Malherbe, vous avez vu ce qui s'est passé avec un vigile à la Défense qui a été passé Les images à tabac sont absolument un an insoutenables. de prison ferme quand on s'attaquera à un dépositaire de l'autorité publique. Je veux que la peur change de camp. Je veux désormais qu'on reprenne le contrôle de cette montée. Pour qu'on comprenne de quoi vous parlez, c'est effectivement des images où l'on voit un homme qui s'en prend à un des vigiles à l'espace commercial des Quatre Temps à la Défense et qui en quelques secondes le tabasse et le fait plonger dans le coma. Je voudrais vous poser une question sur la défense, Valérie Pécresse. C'est une question qu'on pose finalement plutôt aux États-Unis. Oui, j'imagine, mais il y a 1000 autres choses qu'on aurait pu se dire. Un mot, allez-y. Non, mais sur la sécurité, j'ai quand même une autre mesure très importante, deux autres mesures très importantes. Je veux que les polices municipales deviennent la troisième force de police du pays. Je veux qu'elles soient obligatoires dans les villes de plus de 5000 habitants et je veux qu'elles aient des vrais pouvoirs de contrôle d'identité, pour mettre des amendes. Je veux qu'elles puissent vraiment aider la police parce que la police nationale et la gendarmerie nationale doivent se concentrer aux enquêtes, ce qu'elles n'ont plus le temps de faire pour pouvoir démanteler les réseaux mafieux. Et puis, je veux une juridiction spécialisée contre les violences faites aux femmes. Ça devait être la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, une promesse non tenue. Donc, je veux des juges spécialisés pour que les plaintes des femmes victimes de violences soient instruites dans les 72 heures et que des bracelets anti-rapprochement puissent être proposés. Alors, ridicule, ça ridicule. Alors là, moi, je veux dire, j'ai un domaine de prédilection. Oui, justement, j'allais te poser la question. Voilà, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, moi, je te réponds tout de suite. À partir du moment où un candidat ne met pas les moyens sur la table, c'est-à-dire on l'a évalué à 1 milliard. Si un candidat ne met pas ses moyens sur la table pour justement faire cette police, la former, parce qu'elle ne prend pas les plaintes correctement, ça, tout le monde le sait maintenant. Donc 1 milliard sur la table, si on ne propose pas ça, ça veut dire que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est du vent, c'est du blabla, c'est encore une fois la priorité du quinquennat qui ne le sera pas. Donc là, ce qu'elle dit, c'est ridicule, elle se ridiculise parce qu'au niveau du chiffrage de son programme, il n'en est rien. Donc en fait, vraiment, c'est... Oscar ne regrette pas le Karcher, faisant référence à ce qui s'est passé samedi soir à Sevran. Idem pour Macron, idem en fait pour l'ensemble généralement des candidats de droite qui ne mettent pas les moyens sur la table en ce qui concerne la police, la sécurité et la justice. La justice qui est on fait quoi, Sabrina? Je te pose une question concrète avec ce qui s'est passé à Sevran avec un jeune homme qui a fait un refus d'obtempérer, c'est-à-dire qui a refusé de s'arrêter. Et donc la police a tiré pour neutraliser l'individu. Il est malheureusement décédé. Il y a eu des émeutes derrière. D'ailleurs, cette nuit à Aulnay, il y a eu des images absolument insoutenables où ils ont volé carrément un bus. On sent que la banlieue est au bord de l'explosion. Il y a deux choses, deux phénomènes. Il y a le problème de la justice et de la police, qu'il va falloir faire le ménage, entre guillemets, de la cave au grenier, ça on le dit, en mettant les moyens. On a besoin d'une police quand même. Une police de proximité, Christophe. Ouais, et c'est ce qu'on veut refaire. On veut plus nationale. de la BAC. Nous, on veut dissoudre la BAC. On veut dissoudre la BAC, on veut de la police de proximité. On veut que les gens puissent ne plus avoir peur, en fait, de cette police qui débarque et qui mettent le feu et à sang. Moi, je dis pas qu'en face d'eux, ils ont des cœurs tendres, etc. Mais il faut une police de proximité. Faut être quand même un peu lucide quand même.
Non, mais il faut une police de proximité. Il faut engager une désescalade par rapport à ça. Je rappelle qu'on est pour légaliser le cannabis. Et puis, dans un second temps, il va falloir aussi mettre les moyens sur la formation, parce que là, aujourd'hui, la police n'est plus formée. Ils ont réduit le temps de formation. Ouais. Bah oui. Et en fait, tout ça, c'est un problème structurel au niveau de la police qu'il faut remettre sur la table, remettre les moyens dans la justice, parce que là, aujourd'hui, ce qu'ils vivent, c'est impressionnant. Ils sont, il y a plus de greffières, il y a plus assez de juridictions. En tout cas, les plaintes ne sont pas prises en compte. Il faut remettre des moyens humains et des moyens financiers pour mettre les choses. Déjà, le cannabis, je ne veux même pas en parler tellement ça me dégoûte d'entendre ça. Je suis contre à 2000% parce que déjà, il y a de la drogue dans les quartiers, c'est la catastrophe. On va pas rajouter du mal au mal. Maintenant, on va parler de Gamal, t'exagères, parce que la légalisation du cannabis, ça sera réglementé. On va pas faire du trafic. Faire du cannabis, c'est du n'importe quoi. Déjà, les jeunes, ils font n'importe quoi de leur vie, tu leur donnes de la drogue, c'est cadeau. Et bah justement, je suis contre. Il faut leur proposer des perspectives d'avenir avec des formations. Avec cannabis en plus. Non, mais là, c'est une connerie. Non, c'est une pure connerie. Je suis pas d'accord avec toi. On a vu ce qui s'est passé en Suisse. Mais l'alcool, c'est pareil. Non, mais l'alcool, c'est pareil. Je suis désolée, on a fait baisser le taux. Il y avait un grand problème d'alcoolémie dans ce pays. Et c'est le plus grand taux en Europe. Ah, bah si tu dis, mais en tout cas. Je ne dis pas, c'est les faits. C'est le plus grand taux en Europe. C'est une catastrophe nationale aujourd'hui. Mais bon, c'est le plus grand taux en Europe. Non, mais attends, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a Internet pour vérifier en 2 minutes. Oui, si tu veux, mais en tout cas. C'est pire la répression ne fonctionne pas. C'est pire qu'à Moscou. La répression ne fonctionne pas aujourd'hui. Il y a des personnes. Donc il faut les encourager à prendre de la drogue. Mais tu rigoles, il y a des policiers. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a des policiers. Ce sera réglementé. Gamal, tu le sais bien. Non, je le sais pas. Ils l'ont fait en Suisse. C'était une connerie. C'était une catastrophe. Maintenant, ils reviennent en arrière. Il y a d'autres pays en Europe qui ont légalisé. Ça se passe très bien. En Suisse, en Hollande, on sait ce que ça donne. C'est catastrophique. Mais bon, on va revenir juste après là-dessus parce que on va pas parler du parc de Zurich qui est une star show. Mais aujourd'hui, il y a des policiers qui. Il faut arrêter ça. Non, mais aujourd'hui, il y a des policiers qui font des contrôles systématiques et des fois plusieurs fois par jour sur le même individu. Ça, c'est pas normal non plus. Pour des barrettes de shit. Ça, c'est pas normal. À un moment donné, ça suffit, quoi. La réponse, c'est pas dépénaliser. Il y a d'autres besoins. La réponse, c'est le travail. C'est pas dépénaliser le cannabis. Il faut être un peu sérieux. Mais c'est ce qu'on propose. On propose une allocation autonomie pour tous les jeunes, que ce soit général ou dans les filières professionnelles, de 1063 €. Il y a 1063 € pour les jeunes. Pour les jeunes qui puissent faire leurs études et ne pas travailler à côté. Il y a plein de choses. Ça, c'est bien. Sur le plan social. À un moment donné, il faut lire le programme dans son ensemble. Le cannabis, c'est une connerie, c'est tout, je te le dis. Tout le reste, je suis d'accord, pas ça. C'est peut-être, on verra. On avance. Attends, pour y aller. Alors, ce que dit cette femme qui est très très peu, mais alors vraiment, elle est peu pourvue de neurones, je sais pas ce qu'elle a dans la tête, Madame Pécresse. Elle dit qu'elle va changer la Constitution pour une question de loi qui se font à l'Assemblée. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour la perpétuité. C'est une question législative. Déjà, elle commence mal. Ensuite, elle parle d'un épiphénomène dans une banlieue et elle nous sort le cachet. Elle est fière de sortir cette horreur d'un homme qui est un repris de justice. Je parle de Sarkozy qui est déjà plusieurs fois condamné. Donc, l'exemple qu'elle soutient toujours pas d'ailleurs. Eh bien, mieux vaut pour elle. L'exemple qu'elle nous donne est celui d'un homme qui a été un voyou de la République. Ensuite, ça fait rigoler parce que les cols blancs, ils ont le droit d'avoir des lauriers pour elle, sans doute. Et surtout, là où c'est ridiculisé, elle nous parle de rétablir l'autorité de l'État en donnant plus de pouvoir à la police municipale qu'il y en a déjà. La police municipale met des amendes. Manifestement, Madame Pécresse ne le sait pas. La police municipale a des armes dans certaines villes. Madame Pécresse ne le sait pas. Et ensuite, elle nous parle de quoi? De répression sans solution. La répression, et je vais donner un exemple très concret pour que ce genre de stupidité soit pas répercuté. Elle parle de rétablir le pouvoir de l'autorité de l'État parce qu'il y a un vigile qui a été tué, qui a été massacré. Et ça, c'est même pas discutable. Ça s'appelle... C'est la criminalité de base. Mais... le vigile n'est pas un agent assermenté de l'État. Elle mélange tout. Alors maintenant, on va prendre un exemple très concret pour comprendre. Moi, je pense qu'il faut la politique du bâton et de la carotte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on donne une solution à un jeune pour travailler et qu'il l'applique, c'est très bien. On le voit avec le phénomène Uber. Si ce jeune, par contre, a la tête dure et veut jouer le délinquant, il faut une pression combinée de la justice, de la police et de la famille. Il faut associer les parents pour endiguer le phénomène du jeune qui dérive vers la délinquance. On a déjà observé ça plusieurs fois. Et surtout, ça se saurait si le tout sécuritaire ou le tout violent ou même le rétablissement de la peine de mort avait des effets positifs. Et je donne un exemple concret qui va en parler en une seconde. Aux États-Unis, un des pays soi-disant démocratiques qui applique toujours la peine de mort, il y a 30 000 morts par balle par an. La peine de mort ne dissuade personne d'être un criminel. Donc, ce qui dissuade la criminalité, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement et c'est les solutions économiques. On va accueillir Houssen qui est avec nous. Salut Houssen. Salut Christophe, salut à tout le monde. Salut Houssen. Bonjour. Gamal, tu es le président. Mon pote est trop fort.
T'es trop fort, franchement, Ça fait plaisir, chapeau. C'est un régal de t'écouter. Tu mets la barre très 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 haute par rapport aux autres chroniqueurs. Ouais. Ok. Ils sont bons aussi, Ah ouais. Sincèrement, c'est un régal de t'écouter. Tu fais réfléchir, tu fais réfléchir les gens. Et concernant tout ce qui concerne les jeunes, moi je trouve que la France a un potentiel pas possible. C'est un gâchis, c'est un gros gâchis de voir ces jeunes. Maintenant, les gamins de maintenant, ils font presque 2 mètres. Pourquoi ne pas, je sais pas, faire un truc de sorte qu'ils rentrent dans l'armée et surtout dans la police. Et 80% d'entre eux sont des enfants très très bien éduqués. Et moi, je pense que avec ces gamins qui sont nés dans le même quartier et en tenue de police, ça ferait grand effet, ça résoudrait beaucoup de problèmes. C'est pas mauvais. Ouais, La police de proximité, c'était bien ce que j'étais en train de dire. Le recrutement de la police est fait aussi par rapport au physique. Quand vous avez un gaillard de quasiment 2 mètres devant vous, vous vous calmez. Mais le recrutement maintenant avec les cadets de la République, on nous prend des blédards qui font 1m50 ou le pantalon les flops. Est-ce que tu as fait ton choix? Des gamins, c'est pas possible. Est-ce que tu as fait ton choix pour l'élection? Toi, tu vas aller voter, Houssen? Mélenchon à 1000%. Très bien, merci Houssen. Merci, ciao. Houssen, merci. Alors, c'était un dimanche de meeting hier. Il y avait Zemmour, il y avait Jadot qui était au Zénith, Zemmour au Trocadéro, Mélenchon sur le Vieux-Port et Fabien Roussel. C'était Plage du Prado. Plage du Prado, pardon, autant pour moi. Et Roussel qui était à Toulouse. Petit extrait de quelques déclarations d'hier. Si réellement vous avez l'intention de faire barrage au 2e tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites barrage dès le 1er tour. La majorité des Français vont entrer dans l'élection ces 2 dernières semaines. À nous de jouer pour les convaincre. Le respect, c'est aussi mettre un terme à la vie chère. C'est de stopper la montée des prix du gaz, de l'électricité, des prix des carburants. Quand je pense qu'il y a encore quelques mois, certains réclamaient la hausse du prix des carburants, soi-disant, entre nous, pour dissuader les Français de prendre leur voiture. Et combien de temps perdu avec cette partie de cache-cache d'Emmanuel Macron, refusant le débat démocratique pour tenter de masquer l'inanité de son bilan. Ah, je ne confonds pas M. Macron et Mme Le Pen. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je sais aussi qu'il y a une différence. M. Macron, c'est le programme économique de Mme Le Pen, plus le mépris de classe. Mme Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron, plus le mépris de race. Et j'en fais le serment, je me battrai pour la reconquête de notre identité, je me battrai pour la reconquête de notre prospérité, pour la reconquête de notre puissance, de notre sérénité, de notre pays. On ne vote pas en oubliant le passé. On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés face aux complotistes de la crise sanitaire, en oubliant les soutiens à l'intervention russe en Syrie et les contentions ambiguës sur l'Ukraine. C'est pourquoi j'insiste de toutes mes forces sur la proposition que je fais que des casques bleus sous mandat de l'ONU soient déployés en force d'interposition devant les centrales nucléaires ukrainiennes. Voilà, quelques déclarations, vous avez compris, donc Jadot a tapé sur... Roussel tape sur Jadot, Jadot sur Mélenchon, Mélenchon sur Macron et Le Pen, voilà. Allez, dans un instant, on va faire un petit tour du côté de la Knesset. Non, mais il y a quand même un truc à dire. Chacun ses adversaires. Il y a un truc à dire quand oui, même. tu vas le dire dans un instant, ne bouge Okay, pas. Tout de suite. LGF avec Gamal Abina, Sabrina Nouri et Ali. Gamal, tu voulais réagir rapidement sur ce qui est entendu il y a quelques instants. Alors moi, j'aimais Eva Joly, qui était une femme formidable, qui
a été d'ailleurs très critiquée parce qu'elle considérait qu'il ne fallait pas faire de défilé militaire, c'est vous dire à quel point elle n'était pas militariste. Et je vois ce minable, et j'utilise le terme, je suis déçu parce que j'ai beaucoup d'amis dans les Verts, j'aime beaucoup le parti vert, ce minable, ce petit arrogant, ce type qui cherche une place manifestement à la prochaine mandature, qui va attaquer de façon la plus vile un homme, pour le coup, et là je vais défendre Mélenchon, je ne suis pas mélenchoniste, qui s'est bien comporté depuis le début sur cette crise, qui était cohérent depuis le début, qui est équilibré, il va l'attaquer comme un gamin. Il va parler de complotisme, ce minable. Il va parler des Ukrainiens en disant il faut leur donner des armes. Un Vert qui donne des armes. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Alors qu'en Ukraine, il faut obtenir une négociation et la paix. Aujourd'hui, il y a des morts. Quand un pourri comme lui propose d'alimenter la guerre en Ukraine, il ne mérite même pas sa place dans un conseil d'administration de seconde zone. Allez, un petit tour par la Knesset. À la Knesset, au Parlement israélien, on discutait d'un projet de loi voulant faire interdire l'appel à la prière, le Aden, lorsqu'il y a un député arabe qui se levait pour faire le Aden. Écoutez ce que ça donne. بنسخ مكوريش لاتساعتها كمؤذن نختار كي هي نعادة لمنوع عبرات مسارين لأميين ومتخاس بعكار لما رخوتها أكبراه بمزقديم بتوما متراهي لمنوع راعش مزار شاكر بكزار قد آن للظلمة أن تنجلي ويسقط الباغي ويعلو الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Ça s'est passé comme ça évidemment à la Knesset, est très énervé évidemment, donc ce député arabe israélien qui donc décide de faire le Aden à l'Assemblée nationale, à la Knesset. Hein. Imaginez-vous ça à l'Assemblée nationale française. Oh là là là. Ah, beau. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? Le fait qu'il ait fait l'Aden, déjà ce qui est gravissime, c'est qu'ils ont envisagé une loi pour l'interdire dans un pays arabe musulman, c'est quand même grave. C'est surtout ça qui est grave. Alors, il faut qu'on avance et je voulais vous faire écouter un extrait absolument incroyable. C'était samedi soir dans l'émission de Laurent Ruquier. Il y avait Adrien Quatennens et Olivier Véran. Alors, on peut le dire clairement, c'était... il l'a mis carrément KO. On a vu Véran, visage pâle. Atomisé. Et Adrien Quatennens a ressorti une affaire dont peu de médias, pour l'heure, reprennent. C'est l'affaire des fameux cabinets de conseil McKinsey, qui est un véritable scandale d'État, chiffre à l'appui. Écoutez Adrien Quatennens, c'était un grand moment de télévision, un débat très calme, tellement calme que Olivier Véran en a perdu ses mots. Peut-être d'actualité, on peut pas avoir un plateau avec M. Véran ce soir sans en parler. C'est aussi la République des copains et de la France start-up. Est-ce que vous connaissez les cabinets de conseil, Monsieur Laurent Ruquier? J'imaginais bien qu'on allait parler du fameux cabinet Monsieur Véran aujourd'hui. Monsieur Véran a, dans un passé récent, fait l'éloge de ces cabinets de conseil. Ce sont des gens, vous savez, à qui, en gros, ils vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure, quoi, qui font doublon avec l'administration. Dans le cadre du cabinet de conseil McKinsey, qui a notamment été utilisé pour la campagne vaccinale, on voit que... Et apparemment sur les retraites aussi, hein, puisque les dépenses de l'État pour ces cabinets de conseil ont été multipliées par 2 pendant le quinquennat, pour 1 milliard. C'est plus que le budget de la jeunesse et de la vie associative, d'accord? Et l'homme qui se chargeait des contrats pour l'État, avec McKinsey, est un ami personnel de M. Macron, qui l'a aidé dans sa campagne et qui a menti devant une commission d'enquête au Parlement, puisqu'on découvre désormais que ce cabinet n'a pas payé d'impôts. Je termine, mais avec ces cabinets de conseil, le contribuable se fait plumer 3 fois, Laurent Ruquier. La première fois, avec des factures qui coûtent des millions de dépenses pour ces conseils. Ensuite, parce que ces gens ne payent pas d'impôts en France. Troisième, parce que leurs conseils contribue souvent à diminuer la protection sociale. C'est arrivé plus tôt que prévu. Absolument incroyable. Et puis il y a eu d'autres moments évidemment très forts avec Adrien Quatennens. Il a donné les chiffres après, il a donné les chiffres, c'était accablant, tout à fait. Ali?
Un scandale d'État ou pas, l'affaire McKinsey, là, les cabinets Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'audition, effectivement, McKinsey. Effectivement, moi, j'apprécie plutôt les cabinets de conseil, normalement. Hein. Mais là, il est vrai que si Macron, et si le président, le gouvernement était un peu clair, il faut montrer ce que ces gens produisent, qu'est-ce qu'ils ont fait, et l'efficacité de leur travail. Visiblement, il est vrai que certaines études concernant l'APL, c'est vrai, payer des gens 4 millions d'euros pour leur dire qu'il faut baisser l'APL, c'est vrai que ça fait un peu cher le conseil. C'est nous qui payons. Hein. Et c'est nous qui payons. Ouais. Et puis dans le cadre comment dirais-je, de la gestion de la Covid, il est vrai qu'effectivement, vu les montants alloués, on peut se poser effectivement de la nécessité de ces cabinets conseils. Alors, soit l'État ne dispose pas de compétences, c'est le cas de dire, ou des gens, donc dans ces cas-là, recruter. Mais il est vrai qu'en général, les cabinets conseils coûtent relativement cher. Très cher. Et en général, ce que les grandes sociétés qui peuvent se permettre de payer des cabinets conseils, parce qu'il y a quand même des gens